Alors aujourd'hui, donc bon, je vous présente très rapidement, on va commencer dans 2 minutes, juste pour vous expliquer le concept. Déjà, avant tout, un grand merci à Géraldine qui a organisé cette journée, vous pouvez l'applaudir. D'avoir un salon du livre indépendant qui se tient aussi régulièrement, d'en avoir au moins un par an, voire plus, c'est vraiment une chance aujourd'hui dans un monde avec autant de mensonges et de propagande. Donc merci à ce qu'elle fait. Et elle nous a proposé, c'est aussi une idée de Géraldine qui m'a dit ce serait intéressant qu'on fasse une conférence où, parce qu'il y a beaucoup d'anxiété dans la formation, si on faisait une conférence où il n'y avait que des bonnes nouvelles pour une fois. Donc nos intervenants, ils seront nombreux, donc je vais faire... Alors David, non, peut-être trop tard. T'as une bonne nouvelle. T'étais prévu en premier, mais t'étais pas là. Donc maintenant, tu viendras juste après. Le pilote, on aura du monde. Mais mets-toi à côté. Il n'y a pas de souci, David. Qui fait aussi, pour ceux qui connaissent, qui est David Emelric, Van Emelric, qui est le pilote à la banderole qui affiche distribution sur toutes les côtes ouest de la France. C'est incroyable ce qu'il fait. Je vais présenter tous nos invités petit à petit, mais je vais les laisser se présenter avec leurs propres mots. Ils ont 10 minutes chacun et moi, mon seul rôle, c'est de pouvoir non seulement être le maître du temps, mais en plus de voir s'il y en a un qui commence à avoir des informations qui ne sont pas positives ou des bonnes nouvelles sur cette année. Je vais les recadrer comme j'aime le faire. Donc du coup, voilà, c'est parti. Jérémy, je te laisse ouvrir. Jérémy, merci d'être avec nous. Vous pouvez l'applaudir. D'ailleurs, une salve d'applaudissements aussi pour tous ceux qui sont avec nous là. Patrick Pazin, Corinne Dupré et Claude Janvier aussi. Jérémy Mercier, you have 10 minutes. Ouais, attends, il y a juste un petit bouton. Ouais, regarde, là, tu tires. Ouais, il y a un bouton. Voilà, magnifique. Okay. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Magnifique. Okay. Alors, j'ai 10 minutes pour dire toutes les bonnes nouvelles, là, c'est ça? Dire ce qui t'a touché le plus, toi, sur cette année ou en général dans la société et la vie de la cité. Ok. Alors, moi, ce qui me touche, c'est de voir que de plus en plus de gens ouvrent les yeux. Et ça, c'est incontestable. Après, je vois qu'il y a aussi un très, très grand chemin à faire, y compris au sein de la dissidence, puisque... Voilà, moi, j'apporte des idées qui vont parfois à rebours de certains dogmes et je vais m'atteler à aller plus fort dans ces idées, dans une démarche de recherche de la vérité, tout simplement, hein, qui est très difficile, exigeante, mais qui nous fait éviter des pièges. Je pense qu'il y a des pièges qui sont tendus sur notre chemin. Il y a un piège qui s'adresse aux entre guillemets normies, et on est tous quelque part un peu normies sur certains sujets qu'on ne connaît pas. Hein, donc moi le premier, hein, on se réveille au fur et à mesure sur certains sujets, et il y a encore plein de sujets à défricher. Mais il y a des... Voilà. En ce qui concerne, entre guillemets, Covid, alors je dis toujours soit entre guillemets Covid, soit juste Covid, mais pas le Covid. Voilà. Covid, c'est une opération psychologique. Hein. Je veux que tout le monde qu'on soit bien au clair là-dessus. Et donc, il y a un piège avec l'opération psychologique Covid, c'est de faire croire, d'une part, qu'il peut s'agir d'un nouveau virus issu de je ne sais pas quoi, entre un pangolin et une chauve-souris. Ça, c'est le premier piège. Mais il y a le deuxième piège pour les dissidents. C'est celui d'un nouveau virus qui sortirait d'un laboratoire à Wuhan. Et donc, comment on fait pour contrôler les gens, en fait? Il n'y a pas besoin d'inventer 50 théories, 2 suffisent. Il y a la théorie pour contrôler les entre guillemets normies, et puis il y a la théorie pour contrôler la dissidence. Et je pense qu'il faut sortir justement de ces pièges-là, les 2 pièges. Alors, les dissidents, ils ne sont pas tombés dans le panneau du premier piège, mais pour la plupart, sont tombés dans le panneau du deuxième piège. Et moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, et je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui sortent de ce deuxième piège. Il n'est pas évident de sortir de ce deuxième piège. Pourquoi? Parce qu'il y a on va dire une grande partie de la biologie et de la médecine qui est basée sur ce deuxième piège, sur la théorie virale qui est non prouvée, non validée, qui ne tient pas la route d'un point de vue scientifique, etc. etc. Et c'est très difficile pour des gens qui ont fait toute leur vie en entre guillemets virologie, qui est une pseudoscience, qui a tous les attributs d'une pseudoscience. Et c'est quand on a bâti sa carrière dessus, quand on a parfois écrit des livres dessus, qu'on est devenu chef des chefs de cette pratique, de cette discipline, c'est très difficile de remettre ça en question. C'est difficile aussi de remettre ça en question pour les médecins, évidemment, parce que leur métier, en partie, peut consister à traiter des problèmes soi-disant d'origine virale. Donc donc on a tout un système, et ces gens-là ont une place importante dans la dissidence, puisque
Et ils ont compris le premier piège, enfin, en partie, mais ils sont tombés dans le deuxième pour la plupart. Donc c'est pas évident, c'est difficile, on n'est pas très nombreux là-dedans, mais je pense que c'est une route jalonnée d'obstacles, et on est de plus en plus à, je pense, ouvrir les yeux sur ce sujet-là, de la théorie virale. C'est même pas une théorie, parce que scientifiquement, elle n'est pas bien construite, donc plutôt la spéculation virale. Et je pense que ça me donne des raisons d'espérer de voir que de plus en plus de gens osent, par exemple, lire Virus Mania, écouter Samantha Bailey, cette médecin néo-zélandaise extraordinaire qui fait un travail sur ce sujet-là. Et donc, le jour où on fait vraiment tomber cette spéculation virale, en fait, on va être beaucoup plus compliqué à contrôler parce qu'on n'aura plus peur de la grippe, du Covid, de nouveaux Ebola ou je sais pas quoi, parce qu'ils peuvent nous ressortir quand ils veulent des nouveaux pièges. C'est faire peur avec des virus. Ça s'est fait pendant l'opération psychologique SIDA également, qui est une opération psychologique. Il n'y a pas de VIH. Tout ça, c'est complètement absurde. Et je l'ai démontré, et je suis pas le seul à l'avoir démontré. Et donc, je pense que c'est essentiel de réussir à prendre du recul, à se poser les questions, à revenir aux bases, à voir est-ce que les bases elles tiennent la route ou pas. Et quand on fait ce travail-là pour la virologie, on voit que les bases ne tiennent pas du tout la route, que quand on parle d'isoler un virus, c'est pas du tout isolé, c'est autre chose. Mais les gens comprennent isoler, ils pensent que ça veut dire comme mettre de côté, mais c'est pas du tout ça qui se passe. Bref, il y a plein de trucs qui tournent pas rond. Et moi, j'aime bien que les gens se posent les questions, retrouve une certaine logique et une vraie démarche scientifique, et qu'on avance là-dedans. Et c'est libérateur, réellement libérateur. Et comment tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui vont dans ce que tu dis ? Parce qu'il y a plein de gens qui viennent me voir et qui me disent, moi, il y a 3-4 ans, j'étais d'accord avec cette idée qu'il y avait un nouveau virus avec un gain de fonction qui était sorti d'un labo, etc. Par exemple, j'ai lu le Virus Mania parce que j'en ai beaucoup parlé de ce bouquin. Et puis là, j'ai compris que en fait, ça ne tient pas la route, c'est bidon. Et c'est un pavé, le bouquin, il fait 500 pages, donc tout le monde ça se lit pas en une soirée, ça c'est clair, ça prend du temps, c'est déroutant. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à lire, j'ai mis 6 mois à le lire, donc c'était une baffe à chaque page, entre guillemets. Mais vraiment, c'est libérateur parce que c'est génial de se confronter à ses croyances et de se dire « Ah, en fait, c'était une croyance et c'était faux, en fait. » Et je trouve ça vraiment libérateur et excitant, même, je dirais, de réaliser que, je me plantais. Et c'est pas grave. Et on a le droit de se planter. Et c'est génial de faire des erreurs et de pouvoir le reconnaître après. Et ça fait même partie, je dirais, de la démarche scientifique que de tester les théories ou les spéculations, dans le cas de la spéculation virale, et de se rendre compte qu'en fait, ça ne tient pas la route, c'est pas bon. Et passons à autre chose, génial. Et on n'est pas obligé, c'est bien si on peut remplacer par un autre système explicatif, mais on n'est même pas obligé de remplacer par un autre système explicatif, mais déjà se dire que ce truc-là ne tient pas la route, ça fait du bien, c'est vraiment, vraiment fort. Et en francophonie, c'est encore entre guillemets marginal, mais dans le monde anglophone, il y a de plus en plus de monde qui va dedans. Même Mike Yeadon, ancien grand chef chez Pfizer, c'est bon, quoi. Lui, il a pigé, il a compris qu'il s'était fait avoir. Moi, je travaille avec Denis Rancourt depuis 5 ans, un ancien professeur de physique à l'Université d'Ottawa, qui est en contact avec Mike Yeadon. Donc, on a nos discussions avec Denis Rancourt. Denis Rancourt a ses discussions avec Mike Yeadon. Et je pense que tout ça a créé cette émulation et ce désir de rechercher réellement ce qui s'est passé. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de propagation, il n'y a pas de nouvelles maladies, il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de... C'est pas une histoire de ça, en fait. Et à part sur ces sujets-là, est-ce que sur l'année 2025, il y a eu des actualités ou des événements ou des choses qui t'ont inspiré, inspiré oui. en tant qu'être humain, citoyen? Alors, je vois Géraldine qui rigole parce que Géraldine, elle m'a dit « mais tu es sûr que tu vas réussir à trouver un truc positif parce que tu es tellement négatif sur X ». Mais en fait, je suis pas du tout négatif. Moi, j'ai une grande joie de voir les trucs bidons qui commencent à être dénoncés, que les gens tombent plus dans les pièges. Alors, il y a encore plein de gens qui tombent dedans, mais pour moi, c'est une grande joie de montrer les trucs qui vont pas et de montrer. Et en fait, c'est libérateur pour moi de voir quand un truc est pas bon, on fait le tri, on fout dehors et puis ça allège, ça fait du bien. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça et moi, je rigole énormément en fait avec Twitter. Donc c'est pas du tout négatif. Et par rapport, voilà, je sais, je vais aborder forcément un peu la politique, désolé, mais bon, je sais qu'il y a plein de gens qui attendent un sauveur, qui pensent que Trump va les aider, etc. Et moi, ça fait un petit moment que je dis non, mais arrêtez, il n'y a pas de sauveur. Ce système-là, il est pourri, c'est des pions qui sont placés, c'est du théâtre, c'est même du catch, un peu avec un match programmé à l'avance. Il ne faut pas attendre de sauveur. Et je veux dire, c'est tellement bien de ne pas attendre de sauveur. Je deviens responsable de ma vie, mais c'est génial.
pourquoi avoir besoin d'un sauveur ? Je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ma santé, je ne peux plus être attaqué par un méchant virus inexistant. Enfin, c'est génial. Donc, il y a des solutions pour tellement de choses. Je peux fonctionner différemment. Je peux trouver des gens avec qui on peut partager des choses qui sortent des croyances habituelles. Et moi, je trouve ça super positif. Donc, et par rapport à Trump, je vois aussi que y a des gens qui passent par des désillusions parce que ils pensaient que Epstein ça allait faire sauter je sais pas quoi, ils pensaient que je sais pas que plein de trucs allaient changer grâce à Trump, et ils voient que en fait ça change à la marge, voire ça change dans le mauvais sens, parce que là ce que Trump nous amène, c'est l'IA ça va être le contrôle digital énorme, enfin c'est dystopique ce qui nous amène, et en même temps il y a des gens qui sortent de cette emprise là et qui se disent en fait je me suis planté, et comme j'ai dit encore une fois, c'est pas grave de se planter, et on se plante tous, et moi je sais que je me plante sur certains sujets, mais je trouve ça libérateur de me dire je me suis planté, maintenant je reprends ma souveraineté, j'attends pas un truc de l'extérieur, voilà, la vie est belle, hein. Jérémy, merci. Merci Jérémy, on va enchaîner direct avec Corinne Dupré qui est journaliste et formatrice. Elle a nombre de livres qui sont, vers lesquels on peut vous renvoyer aux éditions Studirama. Voilà. Corinne, même question pour toi. Quelque chose de positif en 2025. Déjà bonsoir. Je suis auteure en psycho, comme certains l'ont vu en visitant mon stand, et j'écris un nouvel ouvrage sur les métiers manuels. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gros problème maintenant en France à cause du tertiaire surtout, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait plein de bullshit jobs, c'est-à-dire des jobs dits de merde, voilà, qui ne servaient à rien. Et ça a été théorisé il y a à peu près une dizaine d'années par Graeber, qui était un Américain, qui est décédé récemment d'ailleurs en 2020, autour de 2020. Et au début, ces jobs de merde, qu'est-ce que c'était ? C'était de travailler, surtout pour les grosses corporates, de pousser du papier derrière un écran, et ça ne servait à rien. Donc les gens étaient plus ou moins déprimés. Ça a créé du burn-out, du bore-out, du brown-out, enfin plein de out. Et tous ces jobs, on les retrouve en France, parce que Graeber est américain, on les retrouve en France. Et la bonne nouvelle de 2025, c'est que de plus en plus de ces personnes, à peu près 10%, enfin il y a environ 2 millions de personnes qui sont allées en reconversion en professionnelle ces 5 dernières années. Et il y a environ 10% qui viennent par exemple des tours de la défense, etc., et du tertiaire, et qui sont allés vers des métiers manuels pour reprendre du sens, pour retrouver du sens. Donc moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, la première. Parce que les gens se sont rendus compte que ce n'était plus possible, il fallait qu'ils sortent de système, il fallait qu'ils reprennent confiance en eux, qu'ils reprennent leur estime de soi aussi, puisque souvent ces métiers amènent une forme de honte liée au fait qu'ils n'étaient pas fiers de leur travail lorsqu'ils rentraient chez eux. Et beaucoup de ces personnes sont allées sur des métiers manuels, la menuiserie, la plomberie, enfin tout un tas de choses, le travail du verre, etc. Et maintenant, ils sont de nouveau vivants. Voilà. Et l'autre bonne nouvelle, parce qu'il n'y en avait pas qu'une en 2025, c'est que la plupart de ces métiers manuels sont maintenant revisités, et surtout, ils sont revalorisés. Et on propose maintenant des salaires super attractifs pour beaucoup de ces activités. Ce qui fait qu'on peut réellement de nouveau vivre de son travail. Ce n'était pas forcément le cas ces dernières années, surtout avec l'arrivée de l'auto-entrepreneuriat, etc. Beaucoup de personnes ne pouvaient plus vivre de leur travail. Alors que là, non seulement on peut aller vers un métier qui a du sens, un métier manuel qui a du sens, se retrouver, se reconstruire, mais également vivre de son activité. Il y a énormément de domaines maintenant, que ce soit en construction ou même au niveau des artisans, qui permettent de pouvoir nourrir sa famille, de pouvoir de nouveau avoir une vie. Donc je trouve que c'est une excellente nouvelle par rapport à ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose ? Non. En gros, c'est ça. Tout c'est déjà pas mal. Voilà, c'est ma nouvelle. Bravo, tu as réussi à résumer l'année en 2 minutes 30. Je suis désolée.
Mais voilà, c'était ma bonne nouvelle de l'année parce que ça touche tellement de personnes aujourd'hui que voilà. Alors je ne suis pas rentrée dans les détails, mais il y a aussi les vous savez, tu sais, les stages de Leroy Merlin, Cultura qui explosent. Tout le monde va de nouveau vers les métiers de la main ou alors des activités de la main pour revenir vers le réel. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on s'intéresse de nouveau à nos propres vies. Voilà. Parce que le bullshit job, tu m'en avais parlé une fois, c'est très intéressant. En fait, ça te déconnecte complètement de la vie. Ça n'a plus rien à voir sur. Enfin, tu ne sais même pas ce que tu produis. Tu te définis par une sorte de statut. C'était ça que tu me disais. Voilà. En fait, il y a 2 types de bullshit jobs. En fait, il y a les bullshit jobs et les boulots de merde. Voilà. J'ai peut-être un peu développé parce que ça vous intéresse. Voilà. Donc les bullshit jobs, c'est comme Greber le disait, des jobs qui sont souvent dans les grandes entreprises où vous poussez du papier, souvent vous ne savez même pas ce que vous fabriquez, vous n'avez pas la finalité de ce que vous faites, et ce sont des métiers qui ne servent à rien. C'est-à-dire que vous travaillez le matin, par exemple, il y a 40% des Finlandais, je crois, qui ont répondu au questionnaire qui prenait en compte les questions de Greber et qui disaient que leur métier n'avait aucun sens et s'il n'existait pas, ça ne changerait pas le monde. Ça ne servait à rien. Voilà, donc ça, c'est les bullshit jobs. Et les jobs de merde, ils ont été définis par des Français, donc cocorico. Et là, c'est pas uniquement les métiers qui ne servent à rien ou qui nous font intégrer notre inutilité, et donc le fait qu'on n'existe plus vraiment, mais ce sont des jobs également qui peuvent être utiles, mais qui sont tellement mal payés, tellement dévalorisés. Bon, on pense aux infirmières, on pense à tous ce travail qui sont extrêmement utiles et qui sont tellement dévalorisés qu'ils deviennent de merde. Voilà, 2 fils. Voilà. Alors que de base, ils rapportaient quelque chose. Alors que de base, ils servent. D'ailleurs, Greber a déterminé que plus un métier, dans le système capitaliste actuel, ultralibéral, plus un métier est utile, moins il est bien payé. Donc un publicitaire gagne super bien sa vie, il ne sert absolument à rien. Un trader. Un trader, voilà. Et en plus, il y a une autre catégorie, c'est-à-dire qu'il y a aussi les boulots qui ne servent à rien, mais qui font du mal. Les traders en font partie. Parce que là, ils se basent sur le système de l'actionnariat. En bout de ligne, vous avez les travailleurs qui sont obligés de trimer pour ne rien gagner. Donc vous avez une 3e catégorie qui est entre le boulot de merde et le bullshit job. Voilà, exactement. Donc tous ces métiers c'est dramatique. Il fallait absolument en sortir. Et je ne sais plus quelle était ta question. Non, moi je m'intéressais à la situation sociale la situation des bullshit jobs. Et là, tu nous disais là-dessus qu'il y avait justement les gens, tu vois un vrai retour au réel. Au métier. C'est quoi, métier manuel en général? Oui. Parce qu'en fait, il y a un phénomène psychologique, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. On a le sentiment d'exister, des petits, des bébés, parce que nos actions ont une influence sur le réel. Si nos actions n'ont pas d'influence sur le réel, on pense qu'on n'existe pas en fait. On n'a pas le sentiment d'exister. Donc lorsqu'on est en entreprise et qu'on a un bullshit job et qui n'a pas d'action, on se sent tellement inutile qu'on disparaît littéralement psychologiquement. C'est pour ça que ça crée du burn-out, donc une espèce d'état entre la dépression et le sentiment d'inutilité qu'on intègre réellement. Donc c'est extrêmement grave comme phénomène. Et pour pallier, pourquoi j'ai oublié de dire. Finalement, ils existent pas par hasard, ces bullshit jobs et ces boulots de merde. Ils ont été mis en place par les ultralibéraux pour justifier la surproduction. Parce qu'en fait, maintenant, on surproduit. C'est-à-dire les sociétés occidentales surproduisent, en fait. Et pour justifier la surproduction, ces jobs ont été mis en place parce qu'ils ont décrété que si ils laissaient les populations disposer de leur temps, ils deviendraient des grosses feignasses inutiles et qui
et qui tomberait dans les pires perversions du monde. Voilà, c'est la théorie, mais vraiment. Hein. Et pour éviter ça, il nous occupe à ne rien faire. Voilà, c'est ça le principe. Et du coup, il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte que ils sont utiles, ils peuvent l'être, et ils vont vers les métiers de la main pour retrouver le réel, pour se reconnecter au réel. Voilà, et donc c'est ça la bonne nouvelle de 2025. Corinne Dupré, merci beaucoup. Et maintenant, on a Patrick Bassin, l'éditeur, el famoso, l'éditeur de Talma Édition, qui a fait un des derniers grands éditeurs courageux. Merci d'être avec nous, Patrick. Et vous pouvez l'applaudir pour tout ce qu'il fait. Merci Romain. Déjà, la première bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous là, tous vivants. Donc, mine de rien, ça n'est pas rien. En plus, je me souviens de beaucoup d'entre vous qui étiez déjà là l'année dernière. Donc d'ailleurs, merci à Géraldine, puisque je rappelle que c'est la quatrième édition. Donc merci à Géraldine et à toute l'équipe. Et ce que je trouve d'intéressant, c'est que, en fait, comme le dirait ma voisine, je ne sais pas si nous avons vécu une année politique de bullshit ou une année politique de merde. Merde. Mais ce qui m'a frappé aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre vous que j'avais déjà vus l'année dernière, je vous trouve encore plus, malgré cette année politique, etc., très particulière, la plupart d'entre vous, je vous trouve encore plus rayonnant, plus sûr, plus assuré d'avoir choisi le bon côté de la vie. Et je trouve ça c'est fondamental, c'est-à-dire que je le redis, je trouve la plupart d'entre vous encore plus beaux que l'année dernière, malgré tout ce que les infos nous imposent. Alors, merci. Et en plus, c'est sincère. Hein. Enfin, on sentait une vibration plus forte. Ouais. C'est vraiment. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de monde qui est venu, et pourtant, il y a plein d'autres choses à faire. Alors, les bonnes nouvelles, donc il me reste 4 minutes 30, donc je vais... Le temps passe pas si vite. Oui. Alors, ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà vu, qui m'ont déjà entendu, je leur rappelle que l'abondance est à portée de main, elle existe déjà. Alors, ce que j'entends par l'abondance, c'est que ceux qui connaissent le sujet de l'eau primaire, donc vous savez, quand on écoute l'agenda 2030, l'ONU, Davos et compagnie, bientôt nous allons nous entretuer pour les dernières gouttes d'eau potable. Évidemment, c'est absolument faux, puisque dans sa générosité, le cœur de la Terre nous envoie de l'eau depuis des millions d'années. Et j'ai participé l'année dernière à des explorations d'eau primaire. Alors, j'ai sur notre chaîne novimondi.tv, justement, qui n'est pas la chaîne des bonnes nouvelles, mais qui est la chaîne des solutions. L'idée, quand novimondi.tv a été créée, c'était de montrer qu'il y avait des solutions dans tous les domaines, et pas dans un futur proche, déjà maintenant. Donc je reviens sur l'eau. De plus en plus, on travaille sur en fait, je travaille avec une équipe à l'étranger qui fait des explorations d'eau primaire, simplement pour dire qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards de mètres cubes d'eau en dessous des nappes phréatiques, à 200 mètres, à 400 mètres, à 600 mètres. Donc ça n'est rien. Enfin, c'est très facile à forer à aller les chercher. On a des demandes aussi bien de particuliers que d'États, que d'entreprises. Là, par exemple, va démarrer un projet de recherche d'eau primaire au Brésil sur une exploitation agricole de 3000 hectares. Donc, forcément, quand on touche des superficies comme celle-ci, ça veut dire qu'en fait, petit à petit, ça pénètre dans la population. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, d'entre vous, et d'ailleurs, merci à Nexus, parce qu'en fait, Nexus, Marie-Elsa avait fait un magnifique dossier sur l'eau primaire il y a 3 ans à peu près, je pense. Et en fait, j'ai vu, maintenant quand j'en parle, de plus en plus de personnes sont au courant et savent qu'en fait, il n'y aura jamais de pénurie d'eau sur Terre. Parce que la Terre a prévu que nous en aurions besoin, donc il suffit d'aller la chercher.
Il me reste combien de temps, Romain? 1 minute? Franchement, tu fais bien. Hein. On D'accord. boit tes paroles. Et le chronomètre aussi. Excellent, excellent. Non, il te reste 6 minutes, tu peux y aller. Ah, 6 minutes, d'accord, merci. Donc, comme ceux qui me connaissent le savent, l'abondance me tient à cœur depuis longtemps. Alors, notamment l'abondance agricole, alimentaire. À savoir qu'on entend que nous sommes trop nombreux sur Terre. On l'entend tout le temps, enfin, je veux dire, l'agenda 2030, enfin, etc., toujours les mêmes, la Commission européenne, etc., etc. Et donc, ça fait plus de 20 ans que je filme dans les champs, en France, au Mexique, partout, enfin, au Canada, en Belgique, en Suisse, des récoltes incroyables, sans un gramme de chimie. Et quand j'ai dit des récoltes incroyables, c'est-à-dire des choux de 35 kilos, des 130 pommes de terre sur un plant, des framboisiers de 3 mètres, etc. Et ce qui est extraordinaire, en fait, c'est qu'on obtient ces merveilles. Alors d'ailleurs, si on les produit, c'est que la nature les a au programme. Hein. Je veux dire, on n'invente rien. Hein. Simplement, nous profitons de sa générosité. Et donc, comment nous y arrivons? Tout simplement avec, et ça je trouve ça extraordinaire, et c'est pour ça que je vais la citer en premier, la conscience, notre conscience collective. C'est fou ce que l'on peut faire sur des champs, sur un jardin, sur des graines, quand on lui applique, mais ça vous le savez, enfin vous qui êtes ici, vous le savez, quand on lui applique de la conscience, ou que d'autres appellent de l'amour. C'est-à-dire que quand on met des graines en terre et qu'on déjà, avant de le faire, on leur donne de l'amour, eh bien, étrangement, encore une fois, pas pour nous, nous avons des résultats incroyables. Mais de même, pour ceux parmi vous qui sont abonnés à notre chaîne Novimondi.tv, on a mis, par exemple, nous avons fait une expérience. Nous avions un bidon d'eau de 5 litres. Dedans, nous avons mis un pH-mètre électronique, donc pour mesurer le pH de l'eau. Un groupe de 15 personnes qui se concentrent pendant un quart d'heure sur le bidon d'eau et on voit le pH de l'eau qui augmente. Ça veut dire qu'avec notre conscience collective, nous pouvons modifier la matière. Alors évidemment, ce que je vais vous dire ne va pas vous surprendre, vous le savez déjà. Nous pouvons la modifier à condition que nous lui envoyions de l'amour. C'est-à-dire que si nous lui envoyons des choses négatives, et donc encore une fois, merci de faire une soirée positive, parce qu'en fait, ça devrait être notre réalité. Eh bien, si effectivement nous envoyons des ondes positives, si nous envoyons notre cœur vert, la nature nous le renvoie. Et alors, je terminerai là-dessus, parce qu'effectivement, vous le savez, je peux être intarissable. Donc, c'est parfait. À ceux qui me disent, oui, mais à bout d'arguments, reconnais que nous sommes trop nombreux sur Terre, je leur dis, donc certains m'ont déjà entendu le dire dans une émission ou deux, je leur dis, tu connais la superficie du Kazakhstan. Évidemment, normalement, personne ne connaît la superficie du Kazakhstan. Et c'est bien pour ça que je prends le Kazakhstan. Au demeurant, d'ailleurs, le Kazakhstan, j'ouvre un tiroir, je le referme très vite. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le pays de la pomme originelle. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, des variétés de pommes ont été retrouvées au Kazakhstan, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit toutes ces pommes bicolores, etc. Elles viennent de là-bas. Et c'est pas pour ça que je prends le Kazakhstan. Donc, comme personne... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la superficie du Kazakhstan, ici, d'ailleurs? Bon, alors je continue, merci. Donc, vous prenez les 8 milliards d'êtres humains, nous les mettons tous au Kazakhstan, chacun à 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. Et il n'y a plus personne ailleurs, ni sur toute l'Amérique, ni sur toute l'Afrique, ni sur l'Asie, etc., etc. Et nous sommes trop nombreux, alors que nous tiendrions tous au Kazakhstan avec 300 mètres carrés par personne. Alors, et c'est là où ma conclusion, on me dit oui, mais il faut les nourrir. Et ben justement, sur les nourrir, je peux discuter pendant des heures, peut-être des jours, sur justement toutes ces techniques. Alors j'emploie le mot technique, mais en fait, elle consiste en une chose. Encore une fois, dans sa générosité, la nature nous offre tout. Et le maître mot, quelles que soient les techniques, en fait, c'est d'amplifier l'énergie naturelle qui est à notre disposition.
Donc en fait, c'est vraiment très simple et on n'a pas besoin d'attendre, c'est déjà là. Et puis je vous dis, moi je vais régulièrement déguster, et je dis bien déguster, des tomates de 1,7 kg, je vais manger des framboises sur des framboisiers de 3 mètres, etc. etc. Et ça devrait être notre norme et c'est ce qui est en train d'arriver. Je vous remercie. Patrick Pazin. Exactement. Maintenant, on reçoit Chloé Framery, Merci, enseignante Romain. suisse. Oui, qui est- enfin, merci. Enseignante suisse d'adoption. Hein. Je suis française et belge d'origine et je suis née dans ce beau canton que vous connaissez malgré vous, qui s'appelle le canton de Genève, où siègent nos merveilleuses organisations internationales, l'OMS, Gavi, le Forum économique mondial, l'ONU, toutes ces belles organisations qui veulent notre bien, mais sans jamais nous le demander. Donc oui, j'habite. Moi, je vais à suis Davos née- en janvier d'ailleurs, si tu veux Écoute, qu'on se fasse un rendez-vous ça va- là-bas. Ouais. je Tous te- les non, je te journaux laisse y alternatifs. Ouais. Puis tu m'en parleras à ton Bon, retour. installer un stand de Nexus là-bas. Non, mais ça serait bien. serait À part pas- ça, non, mais ça c'est serait vrai. bien Non, qu'on mais c'est fasse pas- nos agoras, nos Ah, c'est trucs une blague, mais c'est vrai. à Davos. Davos, c'est la ville la plus haute de Suisse. Tu savais ça? Et c'est là que se réunissent tous les milliardaires, décideurs, dirigeants de notre monde chaque année en janvier. Et chez nous, en Suisse, on a le centre responsable de la 4e révolution industrielle qui se réunit après Davos avec les acteurs de Davos. Mais on est là pour parler des bonnes nouvelles, donc je ne parle plus de cette organisation internationale. J'avais fait toute une petite liste des bonnes nouvelles. J'en ai une dizaine, une quinzaine même si on veut. Alors on va commencer par le cash, l'argent liquide, qui est subrepticement en train de disparaître des écrans et des constitutions des différents pays dans lesquels on habite. Eh bien, figurez-vous qu'à Genève, le 3 octobre 2025, il y a une loi qui est passée pour interdire de refuser le cash dans tout ce qui est hôtel, restaurant, lieu de divertissement. Donc, depuis un mois, tous les commerces qui vendent de l'hébergement, de la restauration, du divertissement sont obligés d'accepter le cash. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle. On a une initiative qui va être au vote le 8 mars, la journée du droit des femmes, 2026. Enfin, je prends des guillemets, bien sûr, quand je dis ça, pour instituer la monnaie argent liquide, pièces et billets dans la Constitution fédérale. Alors certes, la Suisse n'est pas l'Eldorado démocratique qu'on vous dépeint dans tous ces contes et légendes que vous entendez sur le beau pays helvétique, désolé de casser les mythes, mais on a quand même la possibilité de se poser des questions sur notre système politique et de décision publique. C'est-à-dire que même si on n'arrive jamais à obtenir des décisions qui sont en faveur du peuple, on a quand même le mérite de pouvoir y réfléchir. Ce qui n'est déjà pas si mal, parce qu'en France, je sais que ce pouvoir-là vous est complètement confisqué depuis au moins 2005. Donc, on a en tout cas l'espoir de pouvoir inscrire dans la Constitution l'obligation d'accepter ad vitam les pièces et les billets comme monnaie, comme moyen de paiement. Donc ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle également. Concernant l'agenda 2030 dont tu parlais, Patrick, on a tout ce qui s'appelle les restrictions de circulation avec les ZFE, avec donc zones à de faible émission, les zones 30, les fameuses zones 30, qui sont en train, nous dit l'un de nos conseillers fédéraux, qui s'appelle Albert, c'est Albert ou Alain, je ne sais jamais, Alain Rochety, donc rien à voir avec la spécialité suisse, mais ça nous fait quand même rire, qui s'occupe du département de l'énergie, des transports et de la communication. On se demande pourquoi tous ces domaines sont mis sous la même bannière, d'ailleurs, hein, communication, énergie, transport, et il y en a encore un, l'environnement, bien sûr, pour coller au dogme climatiste. Eh bien, Alain Rochety a déclaré que les zones 30, on allait les réduire, on allait en mettre de moins en moins. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que ça freine un petit peu cette ruée vers la restriction de circuler des voitures. Et en parlant de voitures, l'électrique se casse la figure, figurez-vous. On a de nombreuses marques, Porsche, Ford, Volkswagen, BMW et puis Stellantis qui a racheté Peugeot, Citroën, DS, qui sont en train de revoir leur feuille de route et qui prévoient de ne pas arrêter les moteurs thermiques en 2035 comme
contrairement à ce qui est préconisé par l'agenda 2030. Donc pour moi, ce sont des très bonnes nouvelles. Les centres de fabrication, les usines de voitures électriques sont aussi en train de fermer les unes après les autres. Donc moi, je trouve que tout ça, ce sont de bonnes nouvelles. Certes, ce sont des symptômes, mais les symptômes sont importants, les batailles sont importantes pour gagner les guerres. Au niveau des fonds qui sont alloués à nos belles organisations internationales dont je parlais au début, eh bien, ils sont en perte sèche puisque depuis que les États-Unis se sont annoncés pour freiner ou pour arrêter de financer toutes ces belles organisations internationales, elles sont en manque de liquidité. Elles ont perdu des dizaines de milliers de fonds et des dizaines de milliers d'emplois également. Donc, elles centralisent leur administration, elles visent à centraliser leur administration pour 2030 dans une seule et même organisation. Donc, ça montre quand même que les fonds nécessaires à développer notre asservissement généralisé pour notre bien, toujours, ne l'oubliez pas, eh bien, sont manquants. Et pour moi, ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. L'Union européenne, bien que je doute des promesses qui sont émises par sa représentante principale, Ursula, qu'on ne présente plus, nous dit nous annonce en tout cas, la dite Ursula von der Leyen, merci Patrick, nous dit que l'Union européenne va arrêter de financer Gavi et le Fonds mondial pour la tuberculose, le paludisme et le sida, qui se trouvent dans le même bâtiment, par toutes les ironies du sort que vous pouvez connaître, et qui sont d'ailleurs dans le même bâtiment également que FIND, qui est l'Organisation mondiale des diagnostics, toujours à Genève. Gavi, vous vous rappelez, c'est l'alliance vaccinale de la Fondation Gates. J'arrête pas de faire tomber ce truc. Et il y en a encore un. Tu le gardes ? Ok, comme ça, c'est ma plume de Dumbo. Si j'ai des doutes, je te ferai appel à toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans ce bâtiment ? Donc, le Fonds mondial. Ah oui, il y a Unitaid, la centrale de médicaments, d'achat de médicaments mondiale, qui sont aussi dans le beau bâtiment du Grand Saconnet, qui est l'une des 45 communes de Genève et dans laquelle on trouve donc toutes ces organisations qui veulent notre santé avant tout et qui se trouvent en face de l'UER. Je ne sais pas si vous avez suivi l'UER, mais pas l'UER à laquelle on va, nous, toutes les années, pour rigoler ou pour résister ou pour se rassembler. Non, non. C'est l'Union européenne des radios-télévisions qui est présidée par Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, qui se trouve juste en face de Gavi, Unitaid, le Fonds mondial et FIND, dans ma belle ville, dans mon canton, Genève, juste à côté de chez moi, et qui rassemble en fait tous les médias publics d'Europe et affiliés. Donc Israël est dedans, les pays du Maghreb sont dedans et sont évidemment reliés à toutes les organisations, tous les médias publics mondiaux pour délivrer la bonne parole, celle à laquelle on a droit, enfin qu'on n'écoute plus depuis longtemps, mais à laquelle ont droit tous les citoyens, les bons citoyens qui se conforment aux règles. Bon, j'en ai plein. Je vais voir si j'en ai d'autres là tout de suite. Pour moi, il y en a une qui est bien. Vas-y, toi, t'es mon gardien des bonnes nouvelles. Je ne sais pas si vous avez vu la suite des Survivantes. C'est les 5 épisodes de la saison 1 de C'est notre petit secret de Pierre Barnerias. Il les a rendus publics sur la chaîne de Carl Zero Absolu. Donc elles sont en libre accès depuis un mois. Donc je vous invite à aller les voir et surtout à les partager aux personnes qui n'ont pas conscience encore de ce qui se passe derrière les coulisses de ces belles institutions dans lesquelles tout le monde se connaît. Après, vous savez, il y a la victoire. Ça, c'était plutôt pour la partie un peu suisse. Ce que j'ai relevé aussi récemment, là, c'est dans les bonnes nouvelles des derniers mois. Hein. Il y a la victoire de Benoît Hawks, le docteur Benoît Hawks qu'on aime tous, qui a gagné face à l'Ordre des médecins luxembourgeois très récemment dans un procès dans lequel la juge disait à Benoît qu'elle était fervente admiratrice de son travail et qu'elle suivait ses vidéos. Donc tout est possible, les amis. Donc il était très content de m'annoncer ça à l'UER, mais la nôtre cette fois, l'université d'été rassemblante de Castres, il y a un mois. Vous avez tous certainement entendu parler aussi de cette étude de Marcus Servos aux États-Unis, qui est un expert pro-vax reconnu du centre médical Henry Ford, qui a fait une étude sur les vaccinés et les non-vaccinés, et puis quelles sont les maladies qu'ils développent ou pas selon leur statut vaccinal. Eh bien, cette étude a été soigneusement dissimulée pendant les années Covid et a ressurgi en septembre, donc il y a 2 mois, devant le Congrès américain,
avec Aaron Siri, qui est l'avocat de cette étude, l'un des avocats, et qui conclut cette étude que les vaccinés, je ne parle pas du Covid, je parle des vaccins avant Covid, sont 4 à 6 fois plus malades, maladies chroniques, troubles du développement. Oui, mais les adultes, parce que ça a été fait sur des adultes, une fois devenus grands, c'est une étude post-vaccinale, bien sûr. Donc, ça a été révélé et ça a été rendu public. Donc, pour moi, c'est aussi une bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle que je trouve assez symptomatique, j'en ai 2, et une dernière. Mathieu Delormeau, qui est un chroniqueur de TPMP, que je ne regarde pas, mais excepté sur des extraits vidéo assez virulents contre les gens qui sont pour la liberté, comme nous, etc. Et Mathieu Delormeau était l'un des fervents défenseurs de la soumission mondiale et de l'injection Covid. Eh bien, le 7 octobre, il est apparu sur le plateau de TBT9, maintenant ça s'appelle. TPMP est devenu, depuis septembre, tout beau, tout neuf. C'est un décor qui est rose maintenant. Comme ça, vous pouvez l'identifier facilement. C'est encore plus qu'avant. Vous mettez le mot que vous voulez derrière le voilà. Eh bien, Mathieu Delormeau était en train d'admettre devant la France entière qu'il regrettait de s'être fait vacciner. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle, très symptomatique du réveil qui a lieu en ce moment. Et ma dernière nouvelle, et ça c'est grâce à mon chéri que j'ai eu conscience de cet état de fait, c'est que si les jeux étaient joués, si les cartes étaient tirées et s'il n'avait plus rien à faire et que tout était perdu, il ne jouerait pas, il ne mentirait pas, il ne ferait pas toute la propagande qu'ils sont en train de faire à la télé avec les censures. Il ne s'amuserait pas à faire des lois contre les voix qui dérangent parce que tout serait déjà acquis. Or, s'ils font tout ça, tous ces dirigeants qui côtoient le Forum économique mondial chaque année, c'est que tout n'est pas acquis, que tout n'est pas terminé et que notre voix compte parce qu'ils ne feraient pas non plus de bilan sur la confiance dans les médias, la confiance dans les gouvernements comme ils le font chaque année. Ils ne feraient pas de baromètre de la confiance. Donc, tout est encore dans nos mains. Et ça, pour moi, c'est une vraie bonne nouvelle. Voilà. Merci beaucoup. Ramène le micro par ici. Alors, on fera Laurence après. Ouais. On te fait après. Oui, docteur Laurence Kaiser qui nous rejoint, qui est invité surprise de dernière minute, mais toujours passionnante à écouter. On va faire juste Claude Janvier juste avant. Et juste avant Claude Janvier pour compléter les propos de Patrick Pazin et Chloé Fremery là-dessus. Il y a quand même l'information de l'année. Pour moi et notamment en tant que quelqu'un qui travaille dans les médias, mais pour nous tous qui avons suivi l'information alternative, indépendante, qui s'oppose à la propagande, il faut rappeler qu'il y a un mois et demi, Google vient d'admettre, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le rappelle, Google a admis avoir fait de la censure, a admis sur pression du gouvernement Biden, mais a dit s'excuser de toute la censure qu'ils nous ont mis sur le dos pendant les 4 dernières années. Donc je pense que ça, c'est notre actualité à nous tous de l'année. Et ça fait quand même bien plaisir. Je pense personnellement qu'on n'a pas assez sabré le champagne pour ça cette année, donc il faut aussi célébrer ces victoires-là. Comme le dit Chloé Fremery, c'est une très belle phrase. C'est les petites batailles permettent de remporter les guerres. Voilà, effectivement. Chaque goutte d'eau. Et ben c'est ça. Et ça, c'est quand même une grosse goutte d'eau, puisque pour rappel, Facebook avait avoué la même chose l'année dernière. Donc en fait, c'est nous là où ils nous essaient de nous faire passer pour des personnes qui n'avaient rien compris, etc. Là, finalement, ils disent après, on s'est trompé en fait, vous aviez raison. Donc ça, c'est génial aujourd'hui. Et d'ailleurs, on fait quand même, en parlant de grosses actualités là, mes compatriotes n'en ont pas parlé. Jérémy Mercier a parlé du Covid tout à l'heure. Les effets secondaires, les victimes d'effets secondaires des vaccins anti-Covid, c'est bon. Il y a de plus en plus de reconnaissance, de pharmacovigilance, du lien entre leur maladie grave, souvent Charcot, avec le vaccin anti-Covid. Donc ça, c'est pareil. Et pour toutes ces victimes, il y a de beaux événements pour leur rendre hommage. Ben voilà, ça, on peut applaudir très fort ces personnes-là qui se bataillent. C'est un parcours du combattant. C'est un parcours du combattant.
J'ai vu des victimes essayer de faire, avec notamment l'association Solid Éclat, essayer de se bagarrer pour pouvoir faire reconnaître leur maladie, et ce lien-là, en se faisant passer pour des fous, on se rend pas compte c'est des mois, et il faut trouver des médecins, et c'est incroyable tout ce qu'on met aujourd'hui pour essayer de cacher la vérité, ou de ne pas faire d'enquête, tout simplement. Et d'ailleurs, Solid Éclat, on n'en parle pas assez, on parle pas assez de Vigimedia, on parle pas assez de La Vérité Libère. Il y a beaucoup d'associations qui se battent sur le terrain. Vigimedia, c'est contre le traitement de l'information. Aujourd'hui, il y a des tas de belles personnes. Nous, on les voit passer on fait un petit café Nexus. Il y en a un d'ailleurs le samedi prochain, si vous voulez venir. On fait des ateliers, et tous ceux qui ont des associations de terrain, qui veulent se visibiliser, montrer ce qu'ils font, c'est ça les vraies bonnes nouvelles aussi. C'est les personnes qui se battent aujourd'hui et qui sont résilients malgré tout ça. Et voilà. Claude, c'est à toi. Claude Janvier, auteur, journaliste, écrivain, homme à tout faire, polyvalent. Homme à tout faire, oui, ça j'aime bien ça. Bon bah bonsoir à toutes et à tous, et merci de... Attends, je lance le chrono. Ça y est, j'ai un chef de gare. T'as travaillé à la SNCF, Romain, ou quoi? Complètement, ouais. C'est ça? Contrôleur des impôts. Ah, c'est pire. C'est pire. Donc déjà, effectivement, un grand merci à Géraldine, parce qu'elle a fait un boulot extraordinaire. Merci Géraldine. Et un grand merci aussi à toute l'équipe de Nexus, n'est-ce pas Romain, parce que vous êtes là, vous êtes sur le terrain, et bravo à vous. Et donc, merci à tous d'être venus, c'est très sympa. Alors, quand Géraldine m'a posé la question, elle m'a dit « Tu sais, il va falloir que tu passes aux bonnes nouvelles ». Sur le coup, je me suis creusé la tête, je me suis dit « Bonne Noël ?» Madre de Dios. Et alors, et bon, bah finalement, ouais, je me suis dit, il y en a quand même. C'est vrai qu'à force d'avoir le nez, plutôt là, les yeux plongés dans les méandres un peu de la politique et de la géopolitique, je finis par me demander un peu des bonnes nouvelles. Ouais, où ça? Bah, il y en a. Déjà, la première bonne nouvelle, c'est que notre Jupiter premier, il est qu'à 11% de satisfaction. Ça, je trouve, c'est une méga bonne nouvelle. Voilà, déjà, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, je reconnais que c'est très bien. Ensuite, c'est vrai qu'une énorme bonne nouvelle aussi, c'est que les marchands de chaos, les marchands de chaos, c'est les médias propagandistes. C'est-à-dire, c'est l'agence France Propagande. Vous voyez, c'est plus l'agence France Presse, c'est l'agence France Propagande. Ils sont tous en train de courir après leurs abonnés, parce que plus ça va, moins ils en ont. Et c'est ennuyeux. Alors évidemment, ils sont toujours subventionnés, mais il faut reconnaître que de plus en plus, les médias libres et indépendants prennent du terrain et prennent de l'importance, et ça, c'est bien aussi, parce qu'il faut quand même garder à l'esprit que les marchands de chaos sont responsables, encore plus peut-être que nos politiciens, du chaos généralisé. C'est pour ça que vraiment, ils méritent le titre de marchands de chaos, vraiment, mais vraiment. Alors ensuite, dans le chapitre Bonne Nouvelle, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Bah oui, alors j'en arrive à Donald Trump. Alors vous allez me dire, Donald Trump, est-ce vraiment une bonne nouvelle? Alors effectivement, déjà c'est une meilleure nouvelle que Joe Biden. De toute façon, le vieux sénile, pardon, j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais c'est vrai qu'il était complètement gâteux. Il était maintenu en poste, on se demande bien par qui et pourquoi. Enfin moi je sais, mais bon, je vais pas rentrer là-dedans. Toujours est-il que Donald Trump, il y a le chaud et le froid. Mais en tout cas, une bonne nouvelle, c'est qu'il a donné un coup de pied dans le financement de l'USAID avec Elon Musk, privant effectivement de ressources financières tout un tas d'ONG qui, soi-disant, travaillaient pour le bien du peuple, vous savez, la démocratie, etc., mais qui, en fait, finançaient des groupes terroristes. Donc, du jour au lendemain, le financement de l'USAID s'est retrouvé à zéro, et ça, c'est bien, parce qu'il y a un bon nombre d'organisations donc, qui subventionnaient et finançaient des terroristes qui se sont retrouvés pas vraiment bien. Donc ça, c'est le bon côté, c'est le bon côté de Trump. Après, il y a peut-être d'autres côtés qui sont moins élogieux, mais au moins, bon, ma foi, ça a permis d'avoir un point de vue un peu plus large. Ensuite, quoi d'autre? Ensuite, figurez-vous, il n'y a pas si longtemps, je suis allé en Russie et j'ai été immergé avec mon ami Lucien Sori. Je ne sais pas s'il est toujours là. Lucien, non, il est reparti. Donc, on a été immergé 3 jours dans le Donbass.
C'est la première fois de ma vie que je mettais les pieds en Russie et encore plus au Donbass. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que en réalité, quand je suis allé en Russie, vous savez, il y avait tout qui résonnait, c'est-à-dire Bruno Le Maire qui nous disait tout le temps l'économie russe est à genoux. Ouais, les Russes, de toute façon, ils ont des machines à laver, il faut qu'ils pédalent. Ils appuient sur des boutons, ça marche pas. Enfin bref, un tas de bêtises un peu. Mais évidemment, quand je suis arrivé à Moscou, c'est quand même la première fois que je mettais les pieds à Moscou, une mégalopole quand même de 19 millions d'habitants. Ma foi, des voitures ultramodernes de partout. Tout est écrit en cyrillique. Alors, c'est intéressant parce que moi, je suis arrivé avec évidemment, en tant qu'Européen, en tant que Français, vous savez, en Europe, on est tous pétris. Ah ouais, avec l'anglais, on va se débrouiller partout. Eh ben, que dalle, ouais. Vous arrivez en Russie, rien n'est écrit en alphabet occidental. Dans les restaurants, vous arrivez, tout est écrit en cyrillique. Ça veut dire que si vous voulez manger, vous dites « Ah ouais, ça, c'est très intéressant. » Et je commande quoi ? J'en sais rien. Alors, heureusement, il y a des images. Alors, tout d'un coup, je dis ça. Je voudrais juste manger ça, s'il vous plaît, les gars. Ah, pas ya, mais da, oui, je confonds les langues. Donc, du coup, voilà, c'était assez intéressant. Mais, alors, évidemment, de temps en temps, quand même, on tombe sur quelqu'un qui parle anglais, mais ce n'est pas la majorité. Les chauffeurs de taxi, là-bas, ils ne parlent pas du tout un mot d'anglais. C'est-à-dire, quand vous voulez aller quelque part, vous avez intérêt à lui sortir la carte de visite avec l'adresse en russe, parce que sinon, le gars... Et là, évidemment, moi, le russe, c'est pas ça. Mais en fait, ce que je voulais dire en tant que bonne nouvelle, c'est que d'une part, l'économie russe est bien loin, mais alors bien loin d'être à genoux. Alors je ne dis pas que tout est idyllique, hein, nous sommes d'accord, mais quand même. J'ai vu des kilos de carottes là-bas, dans les étals des supermarchés, à 18 centimes d'euros. Ah oui, ça fait rêver, parce que chez nous, c'est minima de 2,50 € ou 3 €. Le litre d'essence là-bas coûte 68 centimes d'euros. C'est très intéressant. Et tout est quand même ultra moderne et même très numérisé. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas forcément le top, mais de toute façon, je pense que malheureusement, on n'a pas trop le choix. Il faudra faire avec. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que la Russie n'a absolument pas l'intention, parce que si on écoute notre Jupiter Ier, la Fédération de Russie veut envahir l'Europe, mais ils en ont rien à foutre de l'Europe, les Russes. Mais rien. En fait, il faut comprendre, et moi, ça m'a éclaté un peu à la figure, c'est que la Russie commerce avec toute l'Eurasie, toute l'Asie, et en réalité, ils n'ont même pas besoin de la minable langue anglaise, ils n'en ont rien à faire de la minable langue anglaise. Et tout le monde comprend le russe là-bas, sauf nous. Ça, c'est très intéressant. Mais nous, comme on ne commerce pas avec la Russie, puisque de toute façon, on s'est dit, oh là là, il ne faut plus commercer avec les vilains russes, eh bien, évidemment, alors eux, rien, pas un mot d'anglais. Fantastique. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que la Fédération de Russie résiste et résistera encore longtemps à l'oppresseur américain, anglo-saxon. Parce que c'est ça, il faut appeler un chat aujourd'hui. Parce que l'Europe, nous sommes à la solde des USA. Donc la bonne nouvelle, c'est que la Fédération de Russie et puis les pays des BRICS, de toute façon, vont s'opposer de plus en plus à l'hégémonie anglo-saxonne, qui quand même, depuis la fin du 19e siècle, nous empoisonne la vie jusqu'à aujourd'hui. Alors je ne vais pas aller puisque c'est la soirée des bonnes nouvelles, je ne vais pas dire de quoi exactement ils sont responsables, mais ils sont responsables de beaucoup de choses, vraiment. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'était intéressant. Je me suis dit, ah oui, là, je vois bien qu'il se passe quelque chose là-bas à l'Est. Voilà, donc ça, c'est aussi une énorme bonne nouvelle. Après, du coup, j'étais un peu... Des trucs en France ou en France, est-ce que tu as des petites actualités ici? Au moins une, Claude. De quoi sur l'actualité? Sur l'actualité, ah oui, alors voilà. C'est vrai que j'avais un peu zappé. Aujourd'hui, nous étions ici en bonne compagnie et il y a eu une manifestation des Gilets jaunes quand même à Paris. Ah oui, absolument. Ouais. Ils ont commémoré l'anniversaire ou peut-être deux manifestations. La bonne nouvelle, c'est que depuis cette crise entre guillemets crise des Gilets jaunes et depuis cette crise Covid, ce Corona Circus qui a suivi, de plus en plus de gens se rendent compte que quelque chose ne tourne pas rond. Bon, c'est vrai qu'avant les Gilets jaunes, je trouvais ça un peu palichon.
C'est-à-dire que moi, si vous voulez, je suis un vieux... Bon, bref. Je suis un vieux marginal. Je lutte et je me suis un rebelle depuis l'âge de 20 ans. Donc, j'en ai 70 aujourd'hui. Effectivement, j'ai un passé. Mais je reconnais que depuis les Gilets jaunes, de plus en plus de gens, tout d'un coup, se sont dit « Ah, il faut quand même faire entendre nos voix ». Et ils continuent à le faire contre vents et marées. Je ne vais pas rentrer dans la répression sanglante qu'il y a eu au niveau des Gilets jaunes, et je pèse mes mots, c'était vraiment une répression sanglante, mais comme c'est la soirée des bonnes nouvelles, je ne vais pas vous donner le descriptif, je le connais par cœur. Mais en revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont toujours là, et qu'en fait, il faudrait peut-être pousser encore un petit peu pour que ça devienne encore plus important et que ça redevienne ce que c'était avant. Pareil pour le Covid, il y a eu beaucoup de gens, tout d'un coup, ça leur est tombé sur le nez, ils se sont dit « Waouh, il y a quand même quelque chose là qui ne colle pas ». Donc c'est bien, finalement, à force d'accentuer la répression, nos gouvernants, eh bien, finalement, n'obtiennent pas ce qu'ils ont envie d'obtenir. C'est-à-dire que de plus en plus de gens se rebellent. Et ça, c'est bien. Ça, franchement, je suis content. Et le dernier point que je voudrais aussi apporter, si j'ai encore un peu de temps... Non, mais vas-y. Ça va ? Ah bon, bah alors ça va. Non, bah, je fais attention, mais il y a un chef de gare à côté de moi. Et oui, il est cool, hein, t'as fait péter le chrono. Là. Vas-y. Non, ce qui est bien aussi, si vous voulez, c'est que je me suis aperçu que beaucoup de gens se tournent de plus en plus vers la spiritualité. Et ça, je ne parle pas de religion spécifiquement ici, je ne vais pas rentrer dans le domaine religieux. Chacun croit ce qu'il veut croire ou ce qu'il a envie de croire. Mais moi, ce qui me touche de plus en plus, c'est qu'il y a ce regain de plus en plus palpable vers une spiritualité. Et ça, c'est bien, ça me fait un bien fou parce que j'ai connu une époque où quelque part, tout était vraiment branché sur le matériel. C'est-à-dire que, je ne sais plus quel abruti avait dit, si tu n'as pas ta Rolex à 40 ans, bref, tu as raté ta vie. C'était qui celui-là ? Hein ? Ah, Jacques Séguéla, voilà. Bon, je l'ai traité d'abruti, et j'en prends acte, c'est ma responsabilité à moi et pas la responsabilité de Nexus. Mais, oui, quand même, on ne sait jamais, hein, ma foi. Mais voilà. Je m'engage à ce qu'on le traite d'abruti aussi. Ouais, ça, c'est bien. Bon, super, alors. Mais donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que de plus en plus de gens s'aperçoivent que le matériel, oui, bien sûr, il faut assurer sa vie, il faut assurer sa sécurité, il faut assurer la survie de soi-même et de sa famille et de ses proches, mais qu'au-delà de ça, la spiritualité est une notion de plus en plus importante, et ça, c'est un bien énorme, parce qu'une société qui se retrouve sans spiritualité, bien évidemment, elle est condamnée à disparaître dans les flots de la perversion et dans les flots de la luxure, etc. etc. Donc voilà, je pense que ça, c'est un énorme bien. Claude Janvier. Et juste avant qu'on ait les quelques mots de David Emelric là-dessus, un petit mot aussi sur une bonne nouvelle, c'est de voir que des gens aussi, sans parler de toute ta vie, mais je sais ce que tu traverses en ce moment, et que des gens qui vivent ce que tu vis en ce moment gardent le sourire, la droiture du regard, la bienveillance, l'énergie que tu mets, le soleil que tu donnes à tout le monde. Ça, d'avoir des gens comme ça près de nous dans ce qu'on fait, bravo. Je pense. C'est très important. Et aussi des applaudissements d'ailleurs pour l'association en toute franchise. Attendez, les applaudissements pas avant de savoir, mais qui viennent d'avoir cette semaine une bonne nouvelle. L'association en toute franchise qui se bataille contre les grandes surfaces qui s'installent sans permis en France. Que vous aimiez les commerçants ou pas, on s'en fiche. Là, c'est un problème de démocratie dont personne ne parle. Et même les médias alternatifs, on n'en parle pas assez. Il faut les mettre en avant. Ça, c'est un petit couple de personnes qui se bataillent contre les grands. On parlait des traders de tout à l'heure là. Ça, c'est vraiment des gros sous qui se battent sans respecter la démocratie. Les préfets ne les contrôlent pas. Il y a Macron comme problème, mais les préfets ne les contrôlent même pas. Donc comment est-ce qu'on va avoir une démocratie qui tient debout si on n'a pas des préfets droits dans leurs bottes ou qui font juste leur travail? Et là, ils ont réussi cette semaine contre vents et marées à faire tomber un 4000 m² de centre commercial qui s'est installé n'importe comment. Alors bravo à Martine Donnette et Claude Dieu qui sont pas là aujourd'hui. Ils sont dans le sud de la France, mais on peut les applaudir à 1000 km de distance. David Valémelric, qui le pilote à la banderole d'institution, qui voyage chaque année. Qu'est-ce que tu vas nous dire? J'aurais bien envie de parler de Russie.
Depuis que j'ai été expulsé d'Ukraine, je suis allé découvrir l'autre côté du miroir et je suis allé en Russie et maintenant je suis accro parce que ça se passe très bien là-bas. Mais peut-être que je parlerai plutôt de spiritualité ou alors de vie. Je ne sais pas si je Fais un choix. parlerai de boulot de merde parce que j'aurais plutôt envie de parler de mission en or qu'on peut avoir. En tout cas, je vais certainement vouloir parler d'amour, de victoire et j'aimerais vous parler de bonnes nouvelles. Mais pas finalement de bonnes nouvelles avec un petit S. Les petites bonnes nouvelles. Celles qu'on aimerait bien avoir chaque petit matin. Moi, je voudrais parler de la grande bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Romain, est-ce que tu devines de quoi je vais parler? J'en ai plusieurs qui viennent en tête, mais je te laisse la responsabilité. Bon, alors je vais en donner 4. Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui nous parlent d'une bonne nouvelle. Et là, je vais donc tomber mon masque. Parce que moi, je vais vous parler, mais de spiritualité. On va y aller? De toute manière, t'as le micro, je peux Il rien n'y a faire. pas longtemps, j'ai écouté un évêque américain traduit en russe, parce que j'écoute que du russe, qui disait c'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? C'est un évêque qui parle. Il dit c'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? Et puis ça m'a fait penser à un autre de ses sermons où il parlait du début de l'évangile selon saint Marc, je crois, qui disait bonne nouvelle selon saint Marc de Jésus-Christ. Enfin, ça commence comme ça à peu près. Et il faisait le contexte. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'à l'époque, il y a 2000 ans, on appelait une bonne nouvelle? Ben justement, c'était une victoire. C'est quand l'empereur avait gagné. Macron a gagné la guerre! C'était ça une bonne nouvelle à l'époque. Ça faisait le tour des médias sur BFM, sur Radio Google, sur Radio France Propagande, tous les médias contemporains de l'époque, toutes les Apollines de mauvaises herbes. Eh bien, tous ces gens-là célébraient les bonnes nouvelles. Et donc, quand une bonne nouvelle, c'est qu'un petit bébé est né quelque part au fond d'une étable, c'était quoi? C'était rien. C'était rien, mais c'était ce petit rien qui avait les complotistes de l'époque, qui se faisaient poursuivre par les gendarmes de l'époque. Mais attention, ce n'est pas que des coups de matraque, c'était quick. Que ces petits complotistes de l'époque, avec leur petit message d'amour, ils ont changé l'humanité. Parce que Jésus-Christ, il a beau avoir ressuscité, si les petits complotistes de l'époque, ils n'avaient pas fait leur mission en or d'aller répandre la bonne nouvelle, aujourd'hui, on aurait des esclaves et on ne se passerait pas de boulot de merde. On serait esclaves. On serait on serait esclaves avec des chaînes, le coup de fouet, et tu dis merci s'il te plaît. Donc, non, le monde, il a changé. Et en ce moment, on est dans un down. Ouais, c'est vrai. C'est dur. C'est dur. Objectivement, ça se passait peut-être mieux il y a 200 ans. Et peut-être mieux il y a 100 ans. Et peut-être mieux il y a 50 ans. Et peut-être mieux même il y a 10 ans. Donc on est assez dans un down quand même. C'est clair. Non, mais peut-être. Peut-être pas. Je ne vais pas être définitif là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'a priori, il y a 2500 ans, c'était franchement pire. Pour la plupart des êtres humains, sauf si tu avais une belle toche blanche. Et donc il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose a changé l'humanité. Et d'après un certain Paul, qui est mort pour ça après un procès politique, et qui lui-même tuait les petits comploteurs de merde, qui diffusaient cette idée de merde, qu'un messie de merde était, au lieu d'être devenu roi, il était mort et ressuscité. Et cette idée, cette petite idée que l'amour était plus fort que la mort, qui avait changé la vie de personnes prêtes à mourir pour cette idée, elle a changé l'humanité, elle a changé la vie de Paul. Paul est allé interviewer les 500 témoins de l'époque, tu peux aller vérifier, il y a les noms. Il a dit Claude, le fils de machin, dans des lettres, la lettre aux Romains, où s'il met le nom, c'est que les interlocuteurs auxquels il s'adresse pouvaient aller vérifier, faire du fact-checking. Donc, les enquêteurs de l'époque sont allés vérifier auprès de gens prêts à mourir pour raconter ce qu'ils avaient vu. Et ça a changé l'humanité. Point.
Vous pouvez dire ce que vous voulez sur les autres religions, tout ça, et chacun a le droit de croire ce qu'il veut, évidemment, mais ça a changé l'humanité. Et moi, j'ai plus le droit de le cacher, parce que sur la plage des Rosaires, et tu le sais bien parce que tu as commencé à enquêter un peu dessus, hein, en tout cas en interviewant le témoin principal, mais tu peux aller sur la plage à l'interviewer les gens qui ont vu la banderole tomber dans l'eau, les gens qui l'ont repêché le 3e jour. Quand t'as failli te cracher. Voilà, donc petite bonne nouvelle pour moi cette année, c'est que je suis vivant, parce que sur la plage des Rosaires, à 5 mètres de l'eau, quand mon moteur m'avait lâché, et moi j'avais lâché la banderole pour essayer de sauver ma peau, et bon, j'ai pris aussi très très fort, j'ai gueulé « Jésus, Marie !» Bon, j'avais fait mon acte de contrition. Hein. « S'il te plaît, Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. » Bon, mais à un moment, je me suis dit « Bon, voilà, il faut appeler au secours. » J'ai appelé au secours à 5 mètres de l'eau, et l'ULM s'est mis à remonter. Coïncidence, peut-être. Mais la coïncidence, ça ne s'arrêtait pas là, hein, parce que tu peux faire la liste des coïncidences, c'est ouf. Coïncidence numéro 2, la plus évidente, puisque le miracle de la plage des Rosaires, c'est que c'est passé sur la plage des Rosaires. Il n'y en a pas 50 000 en France. Ça ne s'est pas passé sur la plage Brigitte et Macron. Ça s'est passé sur je ne sais pas si elle existe, peut-être un jour, à la gloire de notre empereur, mais sur la plage des Rosaires. Si vous voulez la suite des coïncidences, parce qu'il y en a un paquet. Par exemple, en rigolant avec un militant qui était arrivé me sauver des gendarmes qui arrivaient, je vais dire, si c'est le patron là-haut qui est à la manœuvre pour faire la com, parce que moi, je n'aurais pas largué tout seul des banderoles qui coûtent 5 000 € dans l'eau. Si c'est le patron là-haut qui s'occupe de faire le storytelling, peut-être qu'il va nous rendre la banderole le 3e jour. Non, à l'époque, j'ai dit, il va nous rendre là, parce que j'ai essayé d'être positif avec des bonnes nouvelles. Et puis j'ai dit à tout le monde, il faut prier pour 3 miracles. Bon, le premier, on l'a déjà, c'est que je suis vivant. Le deuxième, c'est qu'il nous faut la banderole. Et le 3e, c'est qu'il faut que Macron se casse. Ouais, j'avais fait une petite vidéo comme ça en essayant d'être positif. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en rigolant, j'avais dit la vérité. En tout cas, pour les 2 premiers points. Et que la banderole nous a été rendue le 3e jour. Avec exactement la même façon qu'il compte dans les évangiles. Hein. Le jour 1, le jour 2, le jour 3. Hein. Ça ne fait pas 72 heures. Hein. Enfin bref, je ne veux pas vous faire toute la liste. Parce que rien qu'avec ce tout petit signe, et vous en avez sûrement dans vos vies privées, parce que moi, j'ai raconté récemment le miracle à un copain. Il me dit « Oh, mais dans ma vie c'est pareil, mais j'avais jamais raconté à qui que ce soit. » J'étais là, tu as des miracles tous les jours ? Bah oui, on prie. Bon, d'accord. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon j'en ai pour 3 heures. Et je veux féliciter chacun des intervenants, des participants, puis aussi dire merci au patron qui nous rassemble. Alors à ceux qui ne croient pas au patron, à l'amour qui nous rassemble. Et puis il appelle chacun d'entre vous. Et il a une mission pour chacun d'entre vous, une mission en or. Et est-ce que sur l'année, il y a une actualité ou n'importe quoi, ou une réussite d'une association, ou des gens qui se battent, qui se ressemblent sur le terrain, même pas forcément qui se battent, mais qui vivent dignement. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît ? D'abord, je veux confirmer, c'est Jérôme ? Non, c'est Claude. Claude là, Jérémy là. Claude, oui, moi, à chaque fois que je m'endors et que je fais 15 jours sans rien faire, il y a des gens sur mon canal Telegram qui disent « Ouais, on a mis une banderole destitution là !» Bon, donc la résistance, elle est là. Hein, et même quand il n'y a personne pour la diriger, peut-être qu'il y a quelqu'un là-haut pour dire « Toi, vas-y, passe à l'action !» Voilà. Je voulais quand même remettre un coup sur le miracle de la plage des Rosaires. Non, parce que pas sur ce qui s'est passé vraiment, mais sur son interprétation. Il y a le message personnel pour moi, mais je voudrais dire qu'il y a une interprétation pour la France. C'est que la banderole destitution, elle est revenue le 3e jour, sauver des eaux. Le jour où la lecture à la messe le matin, c'était Moïse, sauver des eaux. Et donc, quand on vous dit politique, pas de religion, moi, je vais vous dire, Dieu vous aime et Dieu aime la France. Dieu aime la France. Si vous ne croyez pas en Dieu, croyez que l'univers aime la France si ça vous arrange.
Mais en tout cas, c'est vrai. Et on est en esclavage, comme les Juifs en Égypte, comme les Juifs à Babylone. Ça ne dure pas éternellement. Les nuits ne sont pas éternelles. C'est mon information pour 2025. Fin de la journée. David Van Emmelrich. David Van Emmelrich. Dur à dire. Et maintenant, on va accueillir, juste avant, il nous reste 2 invités avec Arnaud Uparski qui va venir après. Et est-ce que vous pouvez faire passer le micro à Dr Lance Kaiser, un des docteurs courageux qui s'est exprimé sur les effets secondaires. Notamment, on s'était rencontrés en 2022 pour parler effectivement des troubles menstruels qui étaient extrêmement visibles chez, notamment avec Où est mon cycle de Mélodie Ferron, qui continue à se battre pour essayer d'obtenir la reconnaissance des maladies des victimes. Docteur Solrose Kaiser, vous avez 10 minutes. Mais merci beaucoup de m'accueillir. Je suis un peu effectivement l'invité surprise. Mais, avec plaisir. C'est vraiment gentil. Bien sûr, c'est un grand plaisir de vous rencontrer tous. Et moi, je voulais mettre l'accent sur quelques bonnes nouvelles en partant de la première. C'est que ma maman est décédée cette année. Alors, c'est pas ça la bonne nouvelle, parce que j'ai adoré ma maman, du premier au dernier jour. Et même si c'était une vraie casse-pied, elle avait aussi un côté flamboyant que je lui ai peut-être un petit peu chippé. Mais ma maman, c'était une artiste. C'était une peintre, elle sculptait, elle peignait, elle écrivait, elle était comédienne également. Et quand elle est décédée, elle m'a laissé une montagne d'œuvres d'art qui ont été rejoindre les œuvres de mon papa, qui était également peintre et sculpteur. Et je me suis retrouvée complètement noyée devant cette masse de créativité de tout ordre, de toute taille. Et là, j'ai commencé à toquer à la porte des musées. Il faut savoir que les États totalitaires ont tout intérêt à effacer notre mémoire et que donc les musées sont très désargentés. Et là, j'ai rencontré des gens qui m'ont, pas tous, mais qui m'ont écouté et qui ont eu la curiosité de venir voir ce que faisaient mes parents et de prendre des œuvres, de se battre pour la mémoire des artistes et de ces artistes-là, de les trouver importants. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, la créativité, c'est un vrai vivier ici, de créativité, elle est dans tous les domaines. Et il y a encore des gens qui sont prêts à se battre pour ça, pour garder les souvenirs, mais aussi parce qu'on grandit bien avec des racines, pour préserver ces racines, pour nous permettre à nous et aux enfants à venir de bien pousser, de garder des souvenirs et de garder des traces de là d'où ils viennent. Et ça se traduit dans tous les domaines. J'ai échangé avec certaines personnes assez longuement ici et on a pu revisiter la médecine. Et c'est ça qui est absolument formidable parce que, outre le fait que je suis tout à fait prête à remettre en question les narratifs qui concernent notamment ce qu'on nous a décrit comme des virus, sans que j'ai aucune certitude, parce que je suis toujours dans un certain formatage, mais il y a de plus en plus de gens, de médecins notamment, qui sont intéressés à regarder au-delà de ce qu'on leur a appris et d'explorer des nouvelles pistes. Et ça va nous permettre, et ça nous permet déjà de nous réapproprier, parce qu'il ne faut pas la jeter à la poubelle, la médecine. Quelques-uns ici m'ont dit « J'ai tellement peur aujourd'hui que je ne fais plus rien, que je ne vais plus du tout chez le médecin, que je ne fais plus aucun examen. » Alors, il y a des examens à bannir, qui sont dangereux pour la santé ou qui sont complètement inutiles, mais il y a aussi des examens qui sont utiles et qu'il faut vous réapproprier pour explorer d'autres pistes. Si vous avez un problème, il ne faut pas non plus le nier, mais une fois que vous avez mis le doigt dessus, il faut, parce qu'il y a moyen, trouver les médecins comme moi qui sont
maintenant en découverte, en redécouverte des solutions. Merci Covid, en fait, c'est formidable. Après ce moment de sidération où on est tous restés figés face à cette machine de guerre, puisque nous sommes quand même en guerre, cette machine, ce rouleau compresseur qui essaye de nous détruire, après qu'on soit resté figé, on a été chercher dans notre créativité pour découvrir, inventer des nouvelles choses. Et il y a aujourd'hui moyen de se soigner autrement que ce qu'ils nous prétendent. Et c'est ça qui est formidable. On redécouvre des thérapeutiques, ou on découvre des thérapeutiques, on se souvient des plantes anciennes, on retrouve la compréhension de certaines hormones, de certains organes. On se réapproprie des thérapeutiques en comprenant qu'elles ont... Quand une firme brevette un médicament, elle fait un business plan et même si la molécule a énormément d'intérêt et de propriété, la firme, elle va l'enregistrer que pour une chose, la chose qui va lui permettre de gagner le plus de sous. Et elle va occulter le fait que cette molécule peut aider dans d'autres domaines. Je pense à l'ivermectine en particulier, qui a un très grand intérêt pour les parasites. Toute l'Afrique et toute l'Inde le sait, mais qui a aussi un rôle très important dans les cancers. Et ça, il y a une équipe... Enfin, il y a plusieurs équipes, mais il y a les docteurs Makis et Bagli qui font un travail extraordinaire sur les cancers avec... Des taux de guérison de fou, de 90%, que les gens prennent ou ne prennent pas de chimiothérapie, on voit qu'ils ont les mêmes résultats. Donc, c'est bien, on se demande comment ils survivent à la chimiothérapie, les gens. Enfin, ça, c'est une autre question. Donc, il y a moyen de reprendre ces molécules qui sont tombées dans le domaine public ou dans l'oubli et de les utiliser à bon escient. Il y a moyen de revisiter les huiles essentielles. On peut comprendre l'intérêt de relancer le métabolisme du corps. C'est pas Patrick Bazin qui va me contredire sur l'électroculture. Nous sommes des appareils électriques. Nous avons besoin de nous charger en électrons. Et il y a une façon, mais il faut bien comprendre le produit. Mais il y a une façon extrêmement simple, c'est le dioxyde de chlore. Moi, j'ai des résultats incroyables sur des pathologies de col que mes collègues opèrent. Ça ne marche pas chez tout le monde. Il faut faire ça correctement. Encore une fois, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais c'est passionnant, en fait. C'est passionnant. Le plasma de Quinton, on l'avait oublié, on s'en souvient. L'iode, on a mis ça sous le tapis, mais c'est très important. Enfin, il y a énormément de choses qui sont à notre disposition aujourd'hui. Donc, ne fouillons pas la médecine, mais utilisons les armes de l'ennemi contre lui et à notre avantage. Il y a moyen, on a cette créativité et surtout, je crois que parmi la sphère dite complotiste, il y a cette audace. L'audace de tester sans attendre l'autorisation, les publications scientifiques dont on sait combien elles sont frauduleuses. Et on a le souvenir que on apprend par l'expérience, par l'essai et l'erreur parfois, bien sûr. Et on ose le faire et nous sommes les exemples. En 2020, on était censés tous être morts si on n'était pas injectés. Et on est là aujourd'hui. Ceux qui ne pouvaient pas l'entendre à l'époque le voient aujourd'hui que nous sommes en bonne santé, que nous allons bien et que nous arrivons maintenant aujourd'hui à guérir des pathologies que la médecine chimique ne peut pas solutionner autrement que par des agressions du corps. Et je suis loin d'avoir cité tout ce qui est à notre disposition aujourd'hui. Je suis encore plus loin de tout avoir exploré et découvert, mais c'est cette curiosité, cette audace qui nous habite, qui fera la différence, et elle est là aujourd'hui. Et ce salon en est la preuve. On explore toutes les pistes. Il y a la spiritualité, il y a tout ce qui est énergétique, il y a le quantique, il y a
tellement de choses qui reviennent, qu'on avait oubliées, qu'on nous a fait oublier et qui sont là aujourd'hui. Et cette curiosité, elle va aussi dans d'autres domaines, comme la politique. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une bonne partie d'entre nous qui comprennent que ça ne sert à rien de se battre contre. Aujourd'hui, il faut les laisser là avec leur vieux système qui est malade et qui est en train de faire ces derniers sursauts de moribond. Et bien sûr qu'un monstre blessé et mourant, c'est dangereux et que nous sommes en danger, il ne faut pas se le cacher, mais nous avons en nous la capacité d'éviter les pièges et déjà de les voir, c'est déjà pas mal, de les éviter, et puis en fait de leur tourner le dos et d'aller explorer d'autres pistes. Je suis très heureuse de pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, je travaille avec un député qui a fait en son temps beaucoup parler de lui, qui s'appelle Laurent Louis, et qui a en 2012 accueilli le Premier ministre dans l'hémicycle en lui disant « Bonjour monsieur le pédophile », sous l'œil des caméras. C'est encore disponible aujourd'hui. Ce gars, il a mis le doigt publiquement sur la corruption de haut niveau, l'infiltration par les francs-maçons, le pouvoir des sionistes, la pédocriminalité. Nous avons connu l'affaire Dutroux et c'était un réseau. Et ça ressort, on entend Carl Zéro qui en parle pour le moment. Donc, Laurent Louis, ce député à l'époque, il a payé le prix fort parce qu'il a été banni des banques. Donc, il n'a pas été interdit bancaire. C'est plus pervers que ça. Les banques lui ont dit « on n'a pas envie de travailler avec vous, donc on ne vous ouvre pas de compte bancaire ». Et ça, partout dans le monde. Donc il s'est retrouvé dans une situation où il a été obligé d'être un pionnier dans quelque chose qui pourrait peut-être nous arriver demain. Il s'est retrouvé sans compte bancaire. Eh ben, il a fait preuve de créativité et il a exploré des pistes qui l'ont amené à la crypto-monnaie et surtout qui aujourd'hui le ramène à la politique parce qu'il connaît, il a bien compris la technologie blockchain. Alors c'est la technologie qu'ils comptent utiliser contre nous. Eh bien, on va la saisir et on va la proposer comme un moyen de supprimer tout intermédiaire entre le gouvernement et les citoyens pour favoriser le vote direct. Plus de partis, plus de parlementaires. Un gouvernement qui a des comptes à rendre, un cahier des charges à remplir, qui peut être viré par les citoyens et qui va devoir aussi montrer ses compétences. Et donc, nous sommes aujourd'hui, nous avons tout en main et nous avons ce courage, cette audace et nous sommes les phares et les guides pour ce nouveau monde que nous avons à créer. Laurence Kaiser. Romain, est-ce que tu me permets juste d'ajouter 2 phrases très courtes? Bien sûr. Tu es ici chez toi. Merci Romain. Donc merci Laurence. Pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, je voudrais rappeler que nous n'avons pas à lutter contre, mais à œuvrer pour. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais dire et que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que je n'ai jamais vu autant de portes du monde invisible s'ouvrir. Donc effectivement, je rejoins ce que disaient Claude et Jérémy, nous n'avons pas de sauveur à attendre, puisqu'en fait, nous sommes nous-mêmes les sauveurs. Et avec, là je rebondis sur ce que disait David, effectivement, je le redis, je n'ai jamais vu autant de portes du monde invisible s'ouvrir. Nous travaillons sur des choses qui ne sont pas encore sorties, mais vous n'allez pas tarder à le voir. Merci. Merci à toi. J'ai plusieurs autres bonnes nouvelles. On va accueillir notre dernier invité, Arnaud Wiperski, qui est mathématicien. Juste avant, il y a plusieurs bonnes nouvelles. Déjà, la première autre bonne nouvelle, c'est qu'on va finir à l'heure. Et ça, c'est inattendu, c'est incroyable. Franchement, bravo à la discipline de tout le monde. Non, sans rigoler. Par contre, une grande bonne nouvelle. Tout à l'heure, on a parlé de Google qui a présenté ses excuses et a dit qu'ils ont fait de la censure depuis 2020-2021. Ils ont fait tout un tas de saloperies. Grâce à ça, j'ai oublié de dire tout à l'heure, Sylvain Autrota et François ont récupéré leur chaîne et il y a eu 70 autres chaînes qui ont été rouvertes sur YouTube. Donc, on y arrive. On y arrive.
On sue du sang, mais on y arrive, on s'en fout, on lâche pas. Et il y en a une qui est bien sympa. Il est 21h40, on peut en parler. On peut parler de Brigitte. Je sais pas non, si vous voulez, parce qu'il y a quand même eu une bonne actualité cette année. Faut en parler, puisque en juillet dernier, je parle des faits. En juillet dernier, il y avait donc Natacha Ray et Amandine Roy qui étaient accusées de diffamation, ont gagné en appel. Incroyable. Donc, et là-dessus, si vous l'applaudissez-le. Hein. Moi, je m'en fiche, j'ai pas de conflit d'intérêt dans l'affaire, ça m'intéresse pas. Par contre, ce qui est marrant dans cette affaire, c'est que pourquoi, si tu n'as rien à cacher, tu attaques ces deux pauvres femmes sur des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que tu dis dedans. C'est-à-dire qu'elles sont attaquées, on dit dans les médias qu'elles sont attaquées pour diffamation, et en réalité, au tribunal se jouait une toute autre affaire, puisqu'elles étaient attaquées au tribunal sur des propos qu'elles ont tenus qui n'avaient rien à voir avec est-ce que Brigitte est un homme ou une femme, mais sur des propos où elles auraient dit que Brigitte Macron a menti à toute la France, et qui sont des propos qui arrivent au bout de 2h30 dans 4 heures de live, un truc comme ça. Donc, moi je veux bien qu'on fasse une justice dans le pays, mais au moins qu'on essaye d'être un minimum honnête sur ces trucs-là. Et effectivement, Brigitte Macron a gagné en première instance, et elle a perdu en appel, et on va voir la suite. Mais là, c'est quand même très intéressant au niveau juridique. Donc voilà. Monsieur Arnaud Uparski, bon courage pour la transition là-dessus. Mais ça fait partie des actualités intéressantes de la semaine, de l'année, parce que c'est quelque chose qui peu importe là où on prend position, faut qu'ils arrêtent de nous mentir sur les choses. S'ils attaquent quelque part sur un angle en justice, on doit retrouver la même chose dans les médias. On voyait sur ce sujet-là, j'ai lu des trucs comme... C'était quoi qu'on voyait? C'était les femmes transphobes condamnées pour diffamation. Il y a 3 mensonges en une phrase. C'est encore une fois qu'on soit d'accord ou pas, donc c'est très intéressant à suivre ces trucs-là. Merci à tous et Arnaud Uparski. Bon. Mais pas de chaise? Bon, je vous remercie. Allô? Ouais, si, ça marche. Vous m'entendez? Ouais, bon. Sous le bec, ça marche. Bon, je remercie Géraldine. Et la meilleure nouvelle de l'année, c'est finalement notre rencontre et le fait qu'elle ait réalisé, rempli une révolution. La révolution, c'est de passer de la description des problèmes à l'annonce des bonnes nouvelles. Et il y a une formule que j'aime bien, c'est celle des Panthères Noires qui disait il faut savoir si on est du côté du problème ou si on est du côté de la solution. Et donc, grâce à Géraldine, nous sommes passés du côté de la solution. Et donc, j'ai entendu tout ce que... Bon. Et donc, ce que je voudrais vous annoncer, c'est que nous avons en vue une arme d'invincibilité. Parce qu'au fond, nous ne devrions pas nous réunir. C'est-à-dire que si la révolution de 89 avait apporté les espoirs, lutte contre le pouvoir, l'oppression, etc., tous les problèmes sont résolus. D'ailleurs, quelqu'un a dit, nous avons le pire des régimes, mais il n'y en a pas de meilleur. En fait, le gros problème auquel nous sommes confrontés, c'est le problème de ma pharmacienne qui me disait, nous n'avons jamais de réponse. C'est-à-dire, dans cette liberté d'expression, nous pouvons nous exprimer éventuellement, le cas échéant, mais ce qui compte, ce n'est pas la question, c'est la réponse. Or, il n'y a jamais de réponse, finalement, pour les bonnes questions. Bon. Donc, j'ai entendu dire que nous devions recréer un monde, ou plusieurs mondes. Donc, la bonne nouvelle aussi, c'est que le positionnement de Géraldine, c'est le bon positionnement, c'est la vérité libère. Donc, les deux mots-clés, c'est la vérité et la liberté. Le problème, c'est de savoir s'il faut mettre d'abord la liberté ou d'abord la vérité. Et le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que la liberté guidant le peuple, eh bien, finalement, la liberté, elle est forcément au service du plus fort. Parce que celui qui est libre, si tout le monde est libre, celui qui gagne, c'est celui qui a le pouvoir. Donc si nous ne mettons pas la vérité devant la liberté, nous sommes morts. Donc, la grande question, c'est comment faire gagner la vérité, finalement. Et s'il n'y a pas de critères, si dans un débat contradictoire, il n'y a pas de critères de certitude, eh bien, la vérité ne gagne jamais. C'est toujours le plus fort qui a le dernier mot. Bon. Et donc, le rôle de l'Académie française dont je vous parlais, c'est en principe, c'était d'établir des règles certaines. C'est comme dans un match de sport, si vous n'avez pas d'arbitre, eh bien, c'est la foire. Bon. Alors, moi, je vais vous parler de l'avancée, de la bonne nouvelle de mon domaine de prédilection, puisqu'en 1982, j'avais dit « les mathématiques, voilà l'ennemi ».
Et vous voyez où nous en sommes avec les mathématiques actuellement, avec le numérique, l'identité numérique, le QR code et compagnie. Donc je m'étais posé la question en disant, si on prend comme critère le sens de l'histoire, le sens de la victoire des mathématiques, qui depuis Gerbert d'Aurillac, en l'an 1000, ne cesse de gagner du terrain, nous le voyons tous les jours, eh bien, je m'étais posé la question et je m'étais dit, comment allons-nous assister à la mort du dieu mathématique ? C'est lui qui nous opprime partout. Nous sommes confrontés constamment. Même les droits de l'homme, les gens ne savent pas que l'article 1, c'est libre, égaux en droit. Ça veut dire que nous sommes des nombres. Libre, égaux en droit, qu'est-ce qui est libre, égal en droit ? C'est le nombre. Et Napoléon, qui a fait le code civil, je vous rappelle, sur un mode mathématique, avait dit les hommes sont comme des chiffres, ils n'acquièrent de valeur que par leur position. Donc nous sommes des chiffres. Alors, donc maintenant, c'est bonne nouvelle par rapport à quoi ? Moi, je suis en train de vous parler, d'une part, de la mort du dieu mathématique, c'est-à-dire du chiffre, et de la victoire du verbe, puisque vous savez, il en a été question, tout a été fait par lui et rien n'a été fait sans lui. Donc, est-ce que le chiffre gagnait la partie ou est-ce que c'est le verbe ? Le chiffre, c'est mammon, c'est l'argent, c'est tout ce que vous voulez. Alors, je tiendrais à dire d'ailleurs, donc la bonne nouvelle de cette soirée, c'est que ça donne envie d'avoir un critique littéraire. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un, comme nous le faisons d'ailleurs, qui soit un peu l'arbitre et dit il y a ceci, cela, donne envie de lire tel livre ou tel autre, parce que sinon, il faut avoir tout lu pour savoir ce qui est bon. Bon. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Alors juste, quand on cherche la solution, parce que je vais vous parler de sens de l'histoire, de la vérité régalienne, de la vérité politique, de la vérité humaine, parce que nous avons besoin de revenir humains. Nous allons parler de la réalité. Donc nous ne sommes plus des humains, nous sommes des chiffres. Chacun est derrière son écran. Même les jeunes maintenant, j'étais au quartier latin, on se donnait rendez-vous, maintenant tout se passe par écran. Bon, alors, comment mesurer le recul de l'IA ? Parce que c'est lui qu'il s'agit. Et à l'époque, je m'étais dit, nous sommes au cœur de trois logiques. Nous sommes au cœur de la réalité biologique, nous sommes au cœur de la réalité intellectuelle et de la réalité spirituelle. Et juste pour donner quelques détails, nous voyons du côté de, je m'étais dit, le dieu mathématique va mourir en 3 coups. 1, la chair se révolte. 2, la mécanique croaque. Et troisièmement, l'esprit se dérobe. Or, du côté de disons que de la biologie se révolte, vous avez maintenant les réseaux sociaux, par exemple, les jeunes découvrent qu'il vaut mieux se rencontrer, draguer, si je peux dire, dans la rue que chercher dans les réseaux sociaux, qui ne se portent pas très bien. Du côté de la mécanique crack, il était question de la Suisse, avec la monnaie, qui est très importante. La Banque Centrale Européenne a commencé à considérer qu'il faut revenir à la monnaie. La Banque Centrale Européenne, il y a une quinzaine de jours, a dit qu'il faut avoir 75 à 100 euros chez soi. En fait, c'est beaucoup plus. Mais avec, si vous conjuguez l'intelligence artificielle, la cyberattaque, si vous voulez, et le numérique, vous voyez qu'un de ces 4 matins, tout ça va tomber en panne et la Banque Centrale Européenne se dit, au fond, qu'il n'y a plus rien dans les guichets, il n'y a plus rien sur les cartes bancaires, donc revenons au réel. C'est la fameuse retour au réel dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc du côté du spirituel, effectivement, il en a été question. Tout le monde constate qu'effectivement, être un nombre, ce n'est pas suffisant. Il faut redevenir humain et spirituel. Alors, du côté de la politique, parce que je vous parle de la reprise du pouvoir au sommet, l'arme que je vous propose, c'est l'arme d'invincibilité totale, c'est-à-dire c'est la vérité. Mais pour que la vérité soit forte, il faut passer par la langue. Et pour que la langue fonctionne, il faut qu'il y ait des critères de certitude. Il faut qu'il y ait un arbitre. Eh bien, vous avez en politique un certain parti, bon, je parlerai du Rassemblement national, qui cherche une solution politique. Mais il ne va pas plus loin. Donc, la politique est d'ordre symbolique. Du côté symbolique, vous avez un certain Philippe de Villiers qui parle du symbole. Le problème, c'est qu'il ne va pas plus loin. Il faut aller du côté du symbole qui est le religieux. Là, vous avez un certain Zemmour qui parle du religieux, mais comme il dit « je suis pour l'Église et contre le Christ », on ne sait pas très bien ce que c'est finalement le retour au judéo-christianisme. Donc vous voyez qu'il y a un manque. C'est de ce manque que je souhaite vous parler. Alors ceux qui ont tout compris, ce sont les paysans. Ce que n'a pas compris l'Académie sont les paysans, puisque vous avez eu le fameux mouvement des panneaux signalétiques retournés. Ils ont retourné, les pauvres, ils n'avaient pas d'autres moyens, les panneaux, pour dire tout marche à l'envers. Donc ils ont compris que nous marchons à l'envers. C'est l'inversion du langage et que n'avaient pas suivi. Donc ils ont compris que le problème, il est sémantique. C'est-à-dire tous les problèmes que nous avons, vous avez trouvé beaucoup de solutions aux problèmes, mais à chaque fois, vous avez un problème de communication, si je peux dire, de vérité. C'est-à-dire qu'il faut transposer ce que vous avez trouvé, notamment Messailleur, pour que ça soit pris, le relais soit pris au niveau régalien, finalement. Et à ce moment-là, ça coince. Par exemple, d'écrire le désastre de l'école, je l'ai fait en 1977. Mais ça n'avance pas. Pourquoi ? Parce que vous avez un Moloch en haut, si vous voulez, qui finalement contrôle tout. Il contrôle tout par des principes inverses des vrais principes. Donc le problème, il est sémantique.
Alors, donc, la question maintenant, si vous voulez, c'est que je pose à l'Académie, c'est qui est responsable de la vérité de la langue? Eh bien, c'est l'Académie française, en principe. Et dans l'article 24, l'Académie française a pour charge de donner des règles certaines pour rendre la langue française apte aux arts et aux sciences, à la connaissance. Et c'est ainsi que cette création de 1935 a permis à la France de dominer gentiment par l'intelligence l'Europe finalement au traité de Rastatt en 1714, parce que la langue française, elle était claire. Tout ce qui n'est pas clair n'est pas français. Alors le gros problème, c'est que l'Académie, je n'ai pas le temps de vous en faire la démonstration, mais à petit s'est laissé grignoter. Et le moment capital, c'est le moment des droits de l'homme, si vous voulez, qui met la liberté au-dessus de la vérité. À partir de ce moment-là, c'est la loi du plus fort. Je pousse à en faire la démonstration. Et le bonnet phrygien représente, c'est ce que je dis dans ma dernière lettre à l'Académie, c'est le symbole de la République, mais c'est le symbole aussi de la franc-maçonnerie, et c'est le symbole des pirates. Alors commençons par les pirates, parce qu'ils viennent devant les autres, en 1700. La loi du pirate, c'est la liberté, parce qu'on n'est pas pirate pour être en prison. La deuxième, c'est l'égalité, parce que pour le butin, on se répartit. Et la troisième, c'est la fraternité, les frères de la côte, pour piller. Ou la mort. Et vous retrouvez le symbole de l'avion. Donc, il y a eu Maldon, si vous voulez. C'est-à-dire que les valeurs en fonction desquelles sont prises toutes les décisions actuellement, c'est liberté, toujours, égalité, fraternité, qui est toujours à notre détriment. Parce que vous pouvez le lire dans votre sens, mais comme c'est celui qui a le pouvoir qui donne le bon sens, ça nous retombe toujours dessous. Alors, dans ma dernière, actuellement, je demande à l'Académie de choisir entre Richelieu, c'est-à-dire la vérité avant la liberté, ou bien donc Richelieu et la langue de Molière, ou bien le bonnet phrygien et finalement la langue d'Orwell, la langue d'inversion. Donc c'est le défi actuellement, nous arrivons à la conclusion, c'est que nous devons rétablir la vérité du dictionnaire, la vérité des mots, si vous voulez, et que Confucius l'avait déjà dit, quand on veut faire une bonne révolution ou rétablir l'État, il faut rétablir la vérité des mots. Et là donc nous arrivons à cette conclusion, c'est que la langue française a été basée sur le verbe, si vous voulez. C'est pas par hasard que le cardinal de Richelieu était à la fois un prélat, un homme politique, un homme de guerre, un homme de lettres. Et c'est ainsi que nous avions conquis par l'intelligence l'Europe, puisque je vous rappelle que la langue française, c'est la langue du roi. C'est la langue du roi, c'est-à-dire que les langues du peuple, c'était les patois, si vous voulez. Et donc c'est une langue qui a été affinée, et il y a l'unanimité des gens comme Vaugelas, et même Voltaire, qui dit il ne faut surtout pas que ça bouge. Parce que c'est comme quand vous roulez en voiture, il faut que la voiture roule, mais que la route reste stable. Or, actuellement, en détruisant les mots, ça a été fait notamment sur le mot vérité, sur les mots liberté, on peut le suivre depuis 1694. C'est un désastre parce que chacun dit « j'ai ma langue ». Et donc, nous devons retrouver l'arbitrage de la langue. Et l'idée, c'est moi qui ai lancé le mot réarmement. Vous avez constaté que tout le monde parle de réarmer maintenant. Même, il y a un président qui veut réarmer la natalité. Donc, je ne sais pas très bien comment il faut faire. Il faudrait qu'on montre. Et donc, mais personne n'avait dit, je suis le seul à avoir fait, excusez-moi du peu, qu'il faut réarmer d'abord l'intelligence. Il faut réarmer l'intelligence par la langue française, restaurée dans la vérité du langage, et la vérité de la langue française par le retour à l'Académie. C'est pour ça, et c'est ma conclusion, c'est que actuellement je mets en demeure l'Académie ou de se soumettre ou de se démettre, et j'ai appelé quelques personnes qui m'ont d'ailleurs répondu ici, je ne les citerai pas, sinon nous devons créer une nouvelle Académie française pour la vérité du langage et pour qu'enfin on ait des réponses aux questions que nous posons et que toutes nos demandes soient prises en charge. Arnaud Hupancy. Merci de n'avoir fait que 3 conclusions dans un discours. C'était un plaisir. Merci à vous tous d'avoir été là. Quelques dates. Juste avant, nous, alors moi je suis au magazine Nexus. On a le 19 décembre d'une série de conférences. Si vous voulez venir au théâtre de la Tour Eiffel, il y a toutes les informations sur nexus.fr et on organise des cafés Nexus le 22 novembre, c'est samedi prochain. Et on en fait un le 27 décembre si vous voulez venir fêter Noël. Et voilà, qu'on fête de Noël tous ensemble autour d'ateliers, café philo, ateliers constituants, ou juste on prend un café tous ensemble. Voilà, et puis on montre les initiatives
magnifiques qui sont aujourd'hui, puisque c'est ça la vraie bonne nouvelle, c'est que moi personnellement, je sais pas pour vous, mais en 2015, j'avais le sentiment qu'on n'était pas nombreux, et aujourd'hui on voit de plus en plus de personnes qui se battent sur le terrain, qui font de l'action sociale, de l'action engagée, avec des vraies personnes qui parlent de vrais sujets comme vous le faites vous, comme vous le faites vous ici autour de moi. Donc merci d'être avec nous, merci à Sissi qui nous a permis d'avoir la salle, et merci à Géraldine pour la salle, et à très bientôt. Ciao.